C'est bon, messieurs? Guillaume André. Ouais, Un, si, deux. ça a l'air de marcher. Formidable. On est bon. Massard, Normalement, c'est bon. Monsieur Cachot. Tout va bien, tout va bien. C'est bon? Allez, yallah. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée Les jeunes générations vraiment loin des industries graphiques, point d'interrogation. En effet, on entend souvent que les jeunes se désintéressent des métiers techniques et de l'industrie, mais le succès de compétitions métiers comme les WorldSkills, dont la dernière édition s'est tenue à Marseille à l'automne dernier, nous prouve pourtant le contraire. Sans compter sur l'enthousiasme de toute une profession, des écoles de formation aux associations, en passant par les ateliers et les indépendants qui œuvrent chaque jour pour l'attractivité des industries graphiques. Alors qu'en est-il exactement? Quel levier actionner pour dynamiser la filière? Comment établir une connexion plus étroite avec la jeunesse, etc., etc. Donc voici quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre en compagnie par ordre alphabétique de Guillaume André, qui est designer graphique indépendant et ex-enseignant. Bonjour Guillaume. Bonjour. Thibaut Cachot, qui est dirigeant de l'atelier Ogma. Bonjour Thibaut. Enchanté. Nous avons également Massar Ndiaye, qui est conseiller développement chez Ambition Graphique. Bonjour Massar. Bonjour Bertrand. Et enfin Claude Thoman, qui est marketing manager chez Konica Minolta. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Alors j'ai une première question pour connaître votre avis sur le constat, évidemment, qu'on entend, qu'on lit dans les médias. Est-ce qu'il y a en France un véritable désintérêt des jeunes pour les métiers techniques, manuels, industriels, enfin ce genre de choses? Thibaut, peut-être pour commencer, vous qui êtes à la tête d'un atelier de marquage. Ouais, excusez-moi, je rigole déjà parce que Bertrand connaît forcément nos points de vue. On a un petit peu préparé en amont. Donc en effet, je suis à la tête d'un atelier de marquage. J'ai 6 salariés. Moi, je suis tombé dans ce milieu-là par hasard, sans vraiment faire exprès, vu que je suis à la base historien. Donc, j'ai strictement aucune formation dans les métiers dits manuels. Moi, mon constat par rapport aux métiers manuels, c'est qu'en effet, en France, il y a non pas un désintérêt de la jeunesse pour les métiers manuels, mais c'est surtout qu'on ne met pas ça en avant. C'est des métiers qui sont très souvent dévalorisés, les fameuses voies de garage, les bacs professionnels, techniques, etc. En gros, c'est pour les derniers de la classe, voilà, tous ceux qui ne sont pas faits pour le système scolaire tel qu'il est constitué actuellement. Donc, malheureusement, des gens qui pourraient être intéressés par ça, finalement, ne savent même pas que ces métiers existent. Le métier de marqueur est un métier ultra méconnu qu'on découvre sur le tard. Et finalement, quand des jeunes qui ont parfois fait des grandes études découvrent ce métier-là, à l'instar un peu de ce que j'ai vécu, on se prend vite au jeu. Parce que voilà, c'est des métiers qui sont vivants, il y a énormément de choses à faire, c'est très varié. On travaille de ses mains, ce qui est aussi agréable, mais on travaille aussi avec sa tête. Et voilà, je pense qu'il y a un gros problème politique par rapport à ça, où à l'heure actuelle, on met en avant les écoles de commerce, alors que c'est pas avec ça qu'on va faire la France de demain, et même tout simplement les métiers de demain. Il n'y a pas que des commerciaux sur Terre. Donc on est déjà sur la politique après 2 minutes d'échange, Thibaut. Je te remercie. Ouais, mais tu t'en doutais, tu le savais, tu t'attendais à ça. Guillaume, pour compléter, est-ce qu'il y a aussi une explication historique, presque même culturelle, j'ai envie de dire, en France sur le sujet? Alors oui, alors, ça serait difficile de trouver les points qui justifient ce constat que vous dressez. Mais c'est vrai que notre pays, cette question, elle est quand même très franco-française. Dans des pays plutôt anglo-saxons, cette distinction-là n'existe pas ou beaucoup moins. C'est vrai qu'en France, il suffit d'écouter ce que pensent de l'avenir de leurs enfants, les parents qui espèrent les voir faire de grandes études. Pourtant, force est de constater que tous les jours, il y a un boulanger à la boulangerie, un mécano au garage, un électricien qui est là pour nous dépanner. Donc les métiers manuels sont quand même présents. Alors ils sont peut-être pas suffisamment représentés et valorisés. Et je pense que oui, ça touche à quelque chose de sociologique et évidemment un peu politique, mais je suis d'accord pour dire que c'est quand même ça qui va permettre de faire tourner l'économie alors de notre pays, mais des pays en règle générale. C'est quand même les métiers de besogne, quoi. Voilà. Ouais. Claude, quel est votre avis sur la question? En
fait, Konica Minolta, nous sommes constructeurs d'équipements d'impression. Et donc, nous arrivons dans la chaîne de formation à une étape où les jeunes ont déjà été identifiés. Ils ont déjà exprimé un intérêt vers une voie de métier qui, effectivement, se veut industrielle, mais qui demeure encore très artisanale. En tout cas, l'industrie de l'imprimerie a connu en 50 ans une telle transformation qu'il est logique qu'aujourd'hui, les jeunes qui cherchent à s'engager cherchent avant tout à avoir des repères. Et c'est à ce niveau-là que Konica Minolta va intervenir. Pour moi, les deux axes nécessaires à cette adhésion des jeunes auprès des industries graphiques, il y a le premier axe qui est l'attractivité. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune aujourd'hui va avoir envie de découvrir ce métier? Ça, c'est une action effectivement qui est en sourcing dans les lycées à la sortie des études pour détecter les potentiels. Ce n'est pas à ce niveau-là que nous intervenons. Nous intervenons, et on en parlera un peu plus tard, sur la phase de développement et de fidélisation du jeune. Donc, sur ces deux actions, nous serons plutôt experts, en tout cas très expérimentés, à aider les jeunes à rester dans la filière. Ouais, dans la filière. On en parlera un peu plus en détail. La partie attractivité, effectivement, est l'axe dans lequel vont être entraînés, attirés les jeunes. Oui, bien sûr. Massar, quand on parle de désamour, ou en tout cas de soi-disant désamour des jeunes pour les industries graphiques, est-ce qu'au-delà d'un problème d'envie, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème de visibilité et de méconnaissance des métiers ? Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle d'industrie, j'entends souvent derrière l'idée que les industries, c'est quelque chose de statique, quelque chose qui ne bouge pas. Aujourd'hui, on voit à travers ce salon que effectivement, et les difficultés rencontrées, si aujourd'hui les industries rencontrent des difficultés, à la fois de recrutement, des tensions, notamment au niveau des compétences, des transformations organisationnelles, c'est qu'on est dans des secteurs qui bougent. Et ce mouvement, il faut pouvoir l'analyser, il faut pouvoir le comprendre pour arriver à cette question d'attractivité. Moi, je pose souvent une question et j'aimerais bien que vous vous la posiez lorsqu'on parle d'industrie graphique. Imaginez-vous un monde sans imprimé? La vraie question, elle se pose à cet endroit-là, précisément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est entouré de communications, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient sur du digital ou du print, qui fait que votre quotidien, vous arrivez à le mesurer et à mieux manger. Vous mangez mieux parce que vous savez ce que vous achetez. Lorsqu'on parle de soins de beauté, c'est qu'aujourd'hui, en choisissant le bon produit, vous savez qu'il y a certains produits qui ne sont pas cancérigènes. C'est ça les industries graphiques. C'est quelque chose qui aujourd'hui vous embarque, mais on ne fait plus attention. Lorsque vous achetez un livre, est-ce que vous vous posez la question finalement de la production du livre? Il arrive en librairie, vous dites très bien, j'ai un livre, mais on ne s'interroge pas. Et pour autant, ce sont des objets du quotidien. Donc à la question effectivement de savoir est-ce que les industries graphiques ont un engouement auprès des jeunes. On était au WorldSkills au mois d'octobre. On a été agréablement surpris lorsqu'on a proposé à des jeunes de venir avec des DTF travailler un mug ou un t-shirt. Ils étaient enthousiasmés à l'idée de pouvoir pratiquer. Et donc c'est déjà un premier repère de se dire qu'à partir du moment où on arrive à évaluer, à apprécier ce que l'on a au quotidien, parce que vous savez, enfin, on ne fait pas de politique, mais lorsque dans certains pays, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'éducation, le monde va déjà très mal. Donc lorsqu'on a la chance de pouvoir bénéficier d'une industrie qui aujourd'hui procure ces outils
de culture, d'éducation, eh ben, vous êtes au bon endroit, ici, dans les industries graphiques. Ouais. Et est-ce que, alors vous avez parlé des WorldSkills à Marseille. Votre stand, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, Ambition Graphique, était très attractif. Il y avait des t-shirts, des mugs, etc. Enfin, et il y avait une queue qui se formait devant votre stand. Vous arrivez à parler le langage des jeunes, des étudiants, etc. en formation, et pour attirer ensuite ces jeunes pour qu'ils travaillent de manière effective sur le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, les industriels du print, de manière générale, parlent suffisamment le langage des jeunes et des étudiants comme vous pouvez le faire chez Ambition Graphique? Alors, je pense que la question de l'attractivité, je le dis, c'est une partie qui se joue à plusieurs. On ne peut pas culpabiliser les entreprises ou les jeunes ou les entreprises ou les CFA, les organismes de formation. C'est quelque chose qui doit être partagé à plusieurs et se rendre compte que parler d'un métier, parler d'une branche, c'est plus... Alors, je ne sais pas si je suis au bon endroit pour le dire, mais très souvent, on parle de l'outil de production. Mais lorsqu'on arrive à déplacer notre discours sur le sens, savoir ce que l'on produit, aujourd'hui, lorsqu'on imprime, je reviens sur le livre, mais lorsqu'on imprime un livre et qu'on communique dessus, pour un jeune, ça a du sens. Et on ne parle pas de la dernière technologie, parce qu'effectivement, la technologie change, elle évolue très vite. On voit avec l'intelligence artificielle que les choses vont s'accélérer, mais le produit fini, que ce soit un produit un mug sur lequel on va imprimer un message, que ce soit un t-shirt, que ce soit du papier, aujourd'hui, c'est ce qui donne sens à notre société. Et c'est ce qui fait qu'on est tous reliés. Et c'est ce qu'on oublie souvent lorsqu'on parle des industries graphiques, c'est qu'effectivement, c'est la transformation d'un message sur un support, mais c'est ce qui fait aussi, finalement, société, c'est ce qui fait république. Donc, lorsqu'on arrive à échanger avec ces jeunes et à déplacer, finalement, le discours vers le sens, vers ce que l'on produit, on a une interaction avec cette jeunesse qui est plus forte. Et on dépasse, c'est vrai, l'outil de production qui est certes important, il ne faut pas le négliger, mais cette jeunesse a besoin, je pense, de comprendre lorsqu'elle s'engage dans une industrie, finalement, vers quoi demain elle va être utile aux autres. Oui, bien sûr, on en parlera un peu plus tard. Claude, en quoi un événement comme les WorldSkills, on en a parlé, la compétition métier, que Konica soutient depuis des années, depuis 2012, hein, si je ne m'abuse, permet de changer le regard sur les métiers industriels, les métiers graphiques? Alors en fait, cette expérience des WorldSkills, donc je me permets juste de rappeler, les WorldSkills, c'est cette recherche de l'excellence dans les métiers. Il n'y a pas que l'imprimerie, avec des compétiteurs qui doivent avoir moins de 23 ans l'année de la compétition internationale. Donc en fait, ce sont des jeunes qui peuvent déjà être en premier emploi, mais qui vont concourir pour être le meilleur imprimeur de France sur cette année. Et l'engagement de la marque Konica Minolta auprès des WorldSkills depuis 2012, ça fait 7 éditions, 7 finales que nous soutenons, eh bien, prouve que les jeunes s'engagent dans la mesure où on va les amener, élever le niveau de compétence et de performance. Et c'est, je pense, un des points du succès de cette compétition, c'est considérer que l'industrie graphique, l'imprimerie, peut tout à fait concourir au même titre que d'autres métiers de bouche, puisque les métiers de chocolat, boulanger sont très très prisés. Eh bien, on peut être également le meilleur imprimeur de France de moins de 23 ans. Donc c'est une très très belle promesse, oui, que nous soutenons. Et c'est valorisant après sur un CV, dans une carrière, etc. Et vous, chez Konica, vous les accompagnez en amont aussi de cette compétition. Vous les faites venir chez vous, dans vos installations, vous leur faites profiter de vos machines pour qu'ils soient préparés au mieux pour cette compétition. Voilà, parce que ce que nous soutenons, ce sont les compétences. Ce n'est pas uniquement le fait d'être associé à une marque, mais bien les compétences qui sont nécessaires pour qu'un jeune qui sera formé eh puisse intégrer le monde du travail avec des basiques très opérationnels.
Donc, de façon à ce que l'ensemble des compétiteurs puissent avoir la même chance, eh bien, nous organisons effectivement quelques mois avant un stage d'immersion de 3 jours dans notre showroom pour que l'ensemble des compétiteurs, quelle que soit la région qu'ils représentent, puissent construire leur expertise avec la même chance de succès. Ouais. Guillaume, alors le hasard fait que la dernière édition des WorldSkills s'est tenue à Marseille. Vous êtes basé à Marseille. Je crois que cette compétition métier, vous ne la connaissiez pas, vous qui êtes designer graphique, donc un peu plus en amont dans la chaîne de production. Ça évoque quoi pour vous? Enfin, pour vous, ça a du sens, ce type d'événement? Alors, moi, là où je trouve intéressant cette histoire des WorldSkills et le fait de réifier le travail de l'imprimeur aussi haut que le travail d'un cuisinier ou d'un artisan. Moi, ça me touche parce que moi, je fais partie... Enfin, moi, mon histoire, c'est pas pour ramener le débat sur ma personne, mais j'incarne un peu ce dont il est question là, dans ce dont on discute, qui est l'accès aux compétences qui passe par donc, la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut des enseignants pour que la compétence puisse traverser le temps, voire les siècles. Il y a des règles d'imprimerie d'aujourd'hui qui datent des débuts de l'invention de l'imprimerie au XVe siècle par Johannes Gutenberg. Et donc, voilà, la pédagogie a fort à faire pour assurer ce transfert de compétences. Mais là où je disais que j'incarne ces histoires-là, c'est que moi, j'étais donc en échec scolaire, au grand désespoir de ma mère, évidemment. Et elle a eu la présence d'esprit d'aller chercher du côté des formations professionnelles. Et j'ai compris après coup, c'est-à-dire que j'ai fait une sorte d'auto-analyse des intuitions que j'avais eues au cours de ma vie sur la façon dont on pouvait juger un parcours, une qualification. Moi, je suis passé par l'école Don Bosco à Marseille, après donc avoir été en échec scolaire au cours du collège. Don Bosco, pour resituer, c'est un ordre salésien qui arrive d'Italie, qui a été très 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 décrié à l'époque où ils se sont installés dans le sud de la France, et qui ont décidé de créer des centres, enfin des lieux d'enseignement. Alors, à Marseille, c'était imprimerie et art graphique. Et il me semble que du côté de Nice, c'est l'agriculture. Enfin voilà. Donc il y a déjà une histoire là-dedans d'une volonté de récupérer des laissés pour compte et de leur donner un savoir-faire, un métier, pour leur donner aussi une place dans la société. Et je crois que c'est là que commence la République, c'est d'arriver à trouver sa place au sein d'une société sans être dévalorisé par cette place. Et on en revient à cette culture de la différence entre les métiers plutôt intellectuels ou les métiers plutôt manuels. Et puis la vie a fait que j'ai pu aller jusqu'au bout de ma formation professionnelle à Don Bosco, puis une mise à niveau en art appliqué, puis l'arrivée dans le supérieur avec un BTS communication visuelle, un premier diplôme supérieur aux Beaux-Arts, et puis je me suis retrouvé à enseigner avec la première année de mon enseignement en me disant mais qu'est-ce que j'ai à leur apprendre quoi. Et ça a été une vraie auto-questionnement quoi. Qu'est-ce que j'ai à leur apprendre et quelle légitimité. Et c'est là qu'arrive tout d'un coup cette curieuse voie où on se dit qu'on n'a pas fait les bonnes études, ou en tout cas on n'a pas le grand parcours de l'école parisienne. Oui, on ne se sent pas légitime. Voilà. Et ça, on en revient à ce que je disais, c'est très franco-français et c'est un problème. C'est un énorme problème. Et puis alors, Massard disait, qu'est-ce que ça serait un monde sans imprimerie ? Alors, Scoop, alors là c'est le professeur un peu rat de bibliothèque qui vous parle. Scoop, c'est la France a été ce pays-là. Elle est pionnière dans le fait de censurer l'imprimerie. Voilà, je vous l'apprends. François Ier, qu'on connaît pour être un grand mécène des arts, c'est lui qui a invité Léonard de Vinci en France, etc., à la Renaissance. Mais c'est aussi celui qui, tout de suite après l'invention de l'imprimerie, a décidé de la censurer, craignant que ça lui pose des problèmes, le fait qu'on puisse faire circuler, comme le disait très justement Massard, faire circuler dans l'espace républicain des paroles qui sont peut-être celles d'un contre-pouvoir, etc., etc. Donc voilà, la France pionnière là-dedans, ça c'est sûr. Et là où je pense que se joue quelque chose de républicain, c'est dans l'accès au sensible. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait
que vous vous sentez citoyen du monde, ou en tout cas du pays, c'est que vous y avez une place, on vous la reconnaît. Hein. Vous avez des droits, des devoirs aussi, de temps en temps, mais des droits. Mais c'est aussi parce que par ces métiers-là, et c'est ça moi qui me touche dans ce métier, et c'est très très difficile à formaliser ça quand on est enseignant, c'est qu'on produit du sensible. Et le sensible, il s'adresse à vos sens, c'est-à-dire qu'il vous met en mouvement, hein, par le toucher, par le goût. On parlait de la nourriture, mais voilà, nous on passe par la vue, on passe par le toucher. Là, il y a Fedrigoni à côté qui est connu pour faire tout un tas de papiers de grande qualité. Ça passe par le toucher. Qu'est-ce que c'est un papier offset, un papier couché, une carte graphique, etc. Tout ça, au-delà d'être des appellations techniques, c'est du sensible. Et nous, on est les industrieux de ça, quoi. C'est-à-dire, on crée du sensible. Alors, c'est très difficile de dire, un dîner le dimanche autour du poulet rôti, de dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je produis du sensible. Voilà, c'est un peu abscon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais moi, je vous dis que c'est ça. Je vous le dis parce que l'ayant pratiqué en tant que designer graphique et le pratiquant toujours, on crée ça, on s'adresse à l'œil, donc à la conscience, et on s'adresse au corps. Hein. La signalétique, c'est des signes graphiques dans l'espace qui vous permettent de trouver votre chemin, de vous rassurer et parfois de vous inquiéter quand la signalétique n'est pas très bonne et que vous êtes à l'hôpital et que vous ne savez pas où se trouve le service, machin, vous êtes inquiet. Et donc la signalétique vient là pour vous rassurer et donc ça a un effet sur votre corps. Et donc, on produit du sensible. Et en ce sens, se dire qu'on peut avoir droit à des concours, c'est là où je reboucle, je sors de mon tunnel pour revenir au point de départ. On sent l'ex-enseignant, hein, Guillaume. Ces concours-là, je pense, permettent de maintenir quand même les métiers des industries graphiques à un niveau qui leur revient, puisqu'ils s'adressent au corps et au sensible, c'est-à-dire à des êtres humains dotés de conscience. Voilà. Et ça, c'est hautement politique. Absolument. Vous avez 3 heures d'ailleurs pour disserter sur le sujet. On va vous donner des copies. Thibaut, sur le sujet, c'est hyper intéressant évidemment, on pourra en parler pendant 3 heures. Thibaut, sur cette idée de formation. Alors on a commencé déjà à l'évoquer, l'idée de la fameuse voie de garage. Enfin, si un élève ou une élève a de mauvais résultats, et évidemment elle va être envoyée en filière professionnelle. On en a parlé aussi avec Dorothée Bouchon-Dôme, qui collabore avec Konica Minolta sur les WorldSkills, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui est remplacé évidemment avec brio par Claude, mais qui me disait c'est assez terrible parce que il y a évidemment c'est une sorte de filière par défaut en fait finalement l'industrie, et évidemment ça ne contribue pas à valoriser ces filières. Thibaut, vous, quel est votre avis sur le sujet? Eh ben bon l'imprimerie, déjà, malheureusement, on la limite toujours au même secteur, quasiment exclusivement au même secteur. On pense toujours à l'imprimerie papier. Déjà, l'imprimerie, ça englobe énormément de choses. Je vois un compère de l'ASDA qui acquiesce au fond. Je lui fais de la pub en même temps, mais parce que je sais qu'il me versera des royalties après. Mais en effet, on oublie qu'il y a le textile, qu'il y a tout le grand format, qu'il y a le packaging. Enfin, c'est excessivement vaste, nos métiers. Et le problème, c'est qu'on limite tout. On limite souvent, du coup, à cette partie papier. Et beaucoup d'écoles ne mettent l'accent que là-dessus. Donc ça veut dire, moi, j'ai des apprentis. Pour vous dire à quel point c'est bien foutu le système français, c'est que moi, j'ai un apprenti, je suis dijonnais. Mon atelier est à Dijon, donc j'ai un apprenti qui vient de Bordeaux. Donc ça veut dire que tous les 15 jours, il s'amuse à faire un Bordeaux-Dijon, Dijon-Bordeaux. Et mon autre vient de Lyon. Et d'ailleurs, elle est sur place, mais elle doit être sur le stand de son école. Et, ah non, elle est là-bas, elle est cachée au fond. Désolé, je te fais de la pub aussi. Mais en tout cas, voilà. C'est tellement éclaté que du coup, déjà, il faut qu'on aille les chercher très loin parce que voilà, il y a du coup peu de formation, parce que métier méconnu et ainsi de suite. Et du coup, dans ces formations, alors voilà, ils parlent beaucoup de offset, ils savent tous faire beaucoup de catalogues, tout ça. Ça, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Par contre, quand on va les mettre derrière une presse, une imprimante DTF, toutes ces choses-là, il n'y a plus de formation. Il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de bons professeurs, ils n'y connaissent rien souvent. Moi, je récupère des gamins qui sont nuls dans ces domaines-là parce qu'on ne leur apprend pas. Et les professeurs, souvent, ont à peu près 10 ans de retard sur les technologies actuelles. Je suis peut-être gentil. Je fais exprès d'être polémique, Bertrand, tu me connais. Vous êtes un peu dur. Vous êtes un peu dur, Thibaut. Je suis dur, mais bon, comme ça, au moins, je pose un peu le décor. Mais c'est une réalité malgré tout.
Quand voilà, j'ai affaire à des stagiaires de ces écoles-là et tout, on sent qu'il y a un énorme décalage entre les réalités actuelles, notamment l'IA dont on a déjà parlé, qui est en train de pilonner nos métiers, notamment sur toute la partie création graphique, où on a encore des enseignants qui disent oui mais il faut faire ci, il faut faire comme ça, machin. Bah oui, bah tu mets ça, tu demandes à l'IA de te le faire. Là où tu mettais 3 heures, maintenant tu mets 10 secondes. Donc maintenant ton métier a complètement changé, donc ce qu'on t'apprend à l'école, ça sert à rien. Tu dois devenir quelqu'un qui sait utiliser l'IA et non pas faire le travail qu'une IA va faire en 10 secondes. Donc, au fait, tous les rapports sont en train de changer par rapport à ça, toute la partie PAO, graphisme. Et après, sur la partie encore dite manuelle, alors évidemment, il y a des outils de mieux en mieux, des imprimantes de plus en plus pointues, il y a des outils incroyables. Mais on revient toujours au fait que les gamins ne sont pas formés là-dessus. Alors quand je dis gamins, on s'entend tous sur ce que ça veut dire. Donc, c'est ce déficit-là, cette méconnaissance des médias. On ne sait pas quoi utiliser, on ne sait pas avec quelle machine l'utiliser, on ne sait pas presser, on ne sait pas... Il y a tellement de déficit dans les connaissances des gamins qui vont en imprimerie. Ils arrivent sur le marché, finalement, ils ne sont pas compétents. Et donc, du coup, ils sont presque dégoûtés très vite parce que, en fait, ils se rendent compte qu'ils partent de zéro et ils se disent, putain, mais l'école, finalement, ça ne sert à rien. Déjà qu'ils sont plus ou moins dégoûtés par l'école, vu qu'on les a déjà un peu rejetés dans des boîtes de garage. Donc, le système scolaire français donc, est inadapté, mais ça, c'est pas une nouveauté. Et on l'éclate. On l'éclate sur le territoire. On ferme. Je siège au conseil académique de ma région. Eh ben, on ferme toutes les formations professionnelles les unes après les autres. Par contre, on ouvre des écoles de commerce, des écoles de management, des écoles de machin, toutes ces formations-là. Et voilà, on se retrouve du coup avec des gamins qui vont faire commerce ou management ou RH ou machin, qui finalement n'aiment pas ça, parce que la paperasse ou l'administratif, au fond de nous, personne n'aime vraiment ça. Moi, en tant que patron, je suis le premier à détester ça, évidemment. Et puis finalement, au bout de 5 ans, quand ils ont fait leur burn-out et qu'ils reviennent voir des gens comme nous, ils apprennent sur le métier. Et finalement, ces gamins-là sont presque plus compétents que des gamins qui vont sortir de l'école. Parce qu'eux, ils ont découvert que finalement, c'était beaucoup plus intéressant. Ils comprennent la valeur de leurs mains plutôt que ces Excel, ces trucs de compta, ces machins trucs là qui sont imbuvables, insupportables et qui servent à rien concrètement. Parce que de toute façon, tous ces métiers-là vont être défoncés par l'IA et par tous les logiciels qui sont en train de sortir. Les comptables, c'est un métier qui va disparaître. Les graphistes, en grande partie, c'est des métiers qui vont disparaître. Il y a énormément de métiers ici présents qui vont disparaître. Doucement. Mais non, mais c'est la réalité. Mais le problème, c'est qu'on se ment les uns aux autres en faisant croire « Venez faire nos écoles, vous allez voir, vous allez avoir un métier à vie ». Mais c'est pas vrai. Tout est en train d'évoluer, tout est en train de péter. Et en plus, le système dans lequel on vit... Nostradamus. Mais c'est pas une histoire de Nostradamus. La Terre va s'ouvrir en deux. Va dire à un comptable qu'il a de l'avenir. Va dire à un comptable que son métier a de l'avenir. C'est pas vrai. Va dire à un graphiste que Vectorizer est moins bon que lui. Ouais. C'est pas vrai. Vectorizer est meilleur que lui. Ce qu'est en train de sortir Adobe, c'est bien meilleur qu'un graphiste actuel. C'est la réalité. Massard peut-être un contrepoint à Thibaut. Non, moi, je pense qu'il faut être vigilant sur les éléments de langage qu'on utilise lorsqu'on parle de nos industries. Et je trouve que c'est important de pas... Effectivement, il y a des principes, il y a des réalités. Il ne faut pas les nier. Néanmoins, il faut être aussi conscient de ce que font aujourd'hui nos industriels. Là, on parle de la branche des industries graphiques. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'évoluer dans une branche où la question de l'environnement à travers un label sectoriel RSE Printétique permet aussi de rassurer cette jeunesse de fait de pouvoir évoluer dans une industrie qui est respectueuse. Alors, je ne vais pas dire que de l'environnement, parce qu'en fait, lorsqu'on parle d'une démarche RSE, il y a l'environnement, il y a le territoire, il y a la société. C'est un ensemble finalement d'actions sur lesquelles les branches professionnelles et les entreprises s'activent aujourd'hui pour répondre aux défis. Parce que même si on ne travaille pas dans une industrie, notre quotidien professionnel fait qu'on sera face à un industriel en face de nous, parce qu'on devra passer des commandes, parce qu'on aura des marchés à aller conquérir. Et je pense que nos éléments de langage doivent être importants pour aussi rassurer cette jeunesse que demain, lorsqu'elles intégreront notre secteur, elles évolueront dans un secteur qui, effectivement, fait face à des défis. Mais c'est ça qui est challengeant. Si aujourd'hui tout était facile, on n'aurait pas besoin de nous, on ne serait peut-être pas là même.
Donc si on est là, c'est parce que nos industries graphiques font face à des défis, mais portent déjà dans leur ADN des éléments de réponse. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut pouvoir s'appuyer. Je parlais de la RSE, mais je parlais aussi de tout finalement, toutes les dynamiques, toutes les actions qui sont mises en place pour avoir des démarches vertueuses. C'est vrai que les industries graphiques, on prend cher, il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on est a priori responsable de la déforestation. Moi, j'ai une question à vous poser, vous tous qui sont là à nous écouter. Lorsqu'on coupe un arbre, quel est son premier usage ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Parce qu'on dit que le papier est responsable de la déforestation. Le premier usage que l'on fait de la coupe d'un arbre, c'est l'ameublement. Et est-ce que vous savez à quel moment intervient la question du papier ? C'est l'avant-dernier usage de la coupe d'un arbre. C'est-à-dire que le papier est fabriqué à partir de chutes d'un arbre. Et que le dernier usage, c'est pour aller alimenter notamment les chaufferies. Lorsque vous utilisez un smartphone, excusez-moi, vous êtes beaucoup plus polluant que lorsque vous utilisez un support papier. C'est une réalité. Maintenant, dans quel monde vous souhaitez évoluer ? Et c'est vrai que du coup, on peut effectivement se dire les CFA sont pas bons, les organismes de formation sont pas bons. Les entreprises aussi peuvent, elles également, au moment de l'intégration de nouveaux talents, ne pas répondre correctement à l'attente de la jeunesse. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais finalement d'un jeu collectif. On est tous responsables finalement de la bonne réussite, de la bonne intégration d'un jeune. On est tous responsables de la réussite d'une stratégie d'entreprise. On est tous responsables de la transmission des compétences. Et c'est quelque chose qui doit pouvoir finalement se jouer à plusieurs. Nous, chez Ambition Graphique, à titre d'exemple, on anime des réunions avec les CFA. On anime des réunions pour aussi les accompagner dans la manière dont ils peuvent se réinventer. Parce que je disais tout à l'heure, les choses vont très vite. Tu parlais à juste titre de l'IA. L'IA va beaucoup plus vite que nous. À force de nourrir la bête, c'est sûr qu'on est un peu dépassé. Mais pour autant, est-ce que la question qu'il faut se poser lorsqu'on parle d'IA, c'est pas tant l'outil, mais de l'usage ? Pourquoi on va utiliser telle ou telle technologie ? Au même titre, on peut se poser la question, pourquoi on fait appel aux industries graphiques et pourquoi on ne ferait pas appel à un autre type d'industrie ? Donc si aujourd'hui les industries graphiques sont présents, et on voit aujourd'hui à travers les WorldSkills, à travers ce salon, c'est qu'on a des industriels qui réussissent, avec les contraintes qui sont les leurs, à continuer à innover et à dire à cette jeunesse, rapprochez-vous d'un secteur qui a du sens. Parce que si vous voulez travailler demain, et si j'ai bien compris, parce que des fois je ne comprends pas tout avec la jeunesse, mais si j'ai bien compris... Vous êtes encore jeune, Massar. Je sais, mais on est toujours plus jeune que soi. Mais la question, c'est si vous voulez un travail qui a du sens, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à la recherche de sens. On va en parler un peu plus en détail. Le sens, aujourd'hui, dans les industries graphiques, on peut le il y a une partie, de votre réponse, tout à fait. Oui, absolument. Juste pour terminer sur cette question de la formation, Claude, et juste pour préciser un petit peu les choses, moi je pense qu'il y a le parcours assez éclairant de Noémie Regardin, qui aurait dû être présente aujourd'hui aussi, donc, qui je le rappelle, est championne de France d'imprimerie lors de la dernière édition des WorldSkills, soutenue donc par Konica Minolta, qui avait des notes excellentes à l'école, au collège, au lycée, mais qui malgré tout, entre guillemets, voulait aller dans une filière professionnelle, une filière technique, manuelle. Et ses professeurs l'en ont dissuadé, lui ont dit mais non, mais tu ne mérites pas ça, enfin voilà, tu vaux mieux que ça. Il y a quand même une question de dévalorisation qui est assez patente là-dedans. Et elle a continué. Elle est aujourd'hui épanouie, elle excelle dans son travail. Comme je l'ai dit, elle est devenue championne de France. Par ailleurs, c'est une femme, donc ça rajoute encore une couche supplémentaire qui est quand même super intéressante. Et vous, donc chez Konica, vous accompagnez des profils tels que Noémie Regardin et vous leur faites vivre aussi une expérience totale, donc je l'ai dit, en amont
mais aussi vous les faites venir sur ces prints typiquement pour Donc, les accompagner jusqu'au bout. effectivement, il y a l'aspect préparation dont je parlais tout à l'heure, avec ce stage de 3 jours où nous dédions notre showroom national qui est basé à Carrières-sur-Seine, au siège de Konica Minolta. Pendant 3 jours, les jeunes sont en immersion et ensuite arrive l'épreuve. L'épreuve, c'était en mi-octobre. Les candidats vont devoir être le meilleur dans différents secteurs, recherche de teintes, pilotage offset, façonnage, recherche de teintes et activité numérique. Et en fait, ce qu'ils recherchent, ils cherchent tout simplement à se dépasser parce que la compétition a pour eux un sens, la médaille les amène vers le haut. Et jusqu'à présent, là c'était la 7e édition en octobre que nous accompagnons, où nous mettons à disposition le matériel, mais également les experts sur le site de la compétition. Pour la première fois, nous les avons invités cette année à ces prints. Vous avez les visuels qui sont présentés ici. Alors je vais prendre la médaillée d'or. Noémie, Kylian et Tom ont été invités par Konica Minolta pendant 2 jours à venir vivre l'expérience pour les valoriser, pour que la visibilité de leur expertise puisse leur permettre d'avoir une employabilité encore plus simplifiée. Pour ces jeunes, c'était la première fois qu'ils venaient à ces prints. C'était la première fois qu'un constructeur d'équipement les amenait dans cet univers. Et donc, ils ont vécu, là, pendant ces 2 jours, une expérience exceptionnelle. Nous les avons présentés à nos clients imprimeurs. Et je ne vous cache pas que l'employabilité, il y aurait pu y avoir des contrats de... Oui, pour débaucher. Mais oui, ouais. mais oui, on parle de l'excellence. Ce sont des jeunes qui ont démontré, ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Je voudrais juste faire un parallèle par rapport à ce que tu disais, Thibaut, tout à l'heure, sur la partie design, avec l'IA qui automatise la création. Je voudrais juste resituer que dans l'enseignement que nous côtoyons sur tout le territoire, à travers les 40 établissements qui se trouvent en France, la filière, lorsqu'on rentre dans du BTS, on est à peu près, ce sont mes stats perso, 1/3 en production imprimée, 2 tiers en production graphique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aller piloter, fabriquer du document est moins attractif que de fabriquer du fichier. Sauf que, en fonction de ce que tu dis, si demain l'IA facilite la création de fichiers, ça va être compliqué d'être le meilleur dans un secteur qui ne se verra pas être industriel. Et donc la chance de l'imprimerie et de cette filière aujourd'hui, c'est que les jeunes vont être sur un métier manuel, créatif et productif. Et ça, je pense que c'est une vraie chance, parce que si je vous donne les statistiques des dernières compétitions mondiales qui se sont tenues il y a 2 ans, pour que vous ayez une idée, il y avait 34 pays, 34 candidats qui concouraient au meilleur, à la médaille du meilleur designer. Il y avait 7 pays en imprimerie. Donc un décalage énorme. Donc je pense que même si tu donnais une vision peut-être un peu sombre, en tout cas sur le développement de la création graphique, je pense que l'imprimerie va bénéficier justement d'un regain d'intérêt, parce qu'on va fabriquer du document
Et je pense que c'est ça le côté concret de la formation. Ouais. Une réaction peut-être, Thibaut, à, à ce que vient de dire Claude, qui vous a interpellé? Bon, après, donc, de toute façon, hein, c'est le principe du débat. Donc, il y a plein de choses. Voilà, on a des points de vue différents. Moi, je suis à la tête d'un petit atelier. Je vois ce qui est en train de se passer. Je vois mes confrères qui ferment les uns après les autres. La réalité du terrain, elle est aussi là. Les métiers de l'impression souffrent énormément. Il faut faire énormément de volume parce que les marges sont en train de se réduire. Ça, c'est quand même une réalité concrète. Donc, oui, on peut dire qu'on va vers l'excellence, qu'on fait plein de choses. Et évidemment, quand même, qu'on arrive à avoir des jeunes compétents. Voilà, sur un débat aussi court, on est obligé aussi d'aller dans des phrases extrêmes pour un peu stimuler le truc. Et voilà, c'est le jeu aussi. Mais la réalité, et je vois, j'ai fait le tour du CTCO, un peu moins le CPRIN parce qu'il faut faire des choix année après année, parce qu'il ne faut pas tout faire, c'est un peu long. Mais voilà, le CTCO, année après année, on voit les allées se clairsemer. Les imprimeurs, par ville, il y en a de moins en moins. Parce que, voilà, on commence à envoyer tout dans les pays de l'Est, en Espagne, en Italie. Alors, quand ça reste en Europe, déjà. Mais en France, il y a des gros qui arrivent à se maintenir parce qu'ils ont énormément de volume. On voit que la sérigraphie est une technique qui est en train malheureusement de disparaître un petit peu parce qu'il faut tellement de volume pour être rentable maintenant en sérigraphie que ça devient très compliqué, surtout avec la DTF qui est en train de porter une forte concurrence à ça. Mais c'est même des ateliers qui font 1 million de chiffre d'affaires sont en train de fermer parce que les marges sont tellement faibles que on n'arrive pas à s'en sortir économiquement dans les métiers de l'impression textile, parce que voilà, je reviens quand même à mon métier, à ce que je connais en termes de chiffres, mais les objets, enfin tous les objets qu'on a là qui ont un petit logo dessus, il n'y en a quand même plus beaucoup qui sont faits en France. Voilà, on fait un peu de gobelets réutilisables. Certaines marques dites françaises, finalement leur marquage est fait ailleurs, ainsi de suite. Donc même on peut mettre du RSE, on peut mettre plein de choses autour. L'industrie actuelle est faite de telle manière qu'il faut quand même se poser la question si finalement ça existera encore dans les années à venir. Est-ce qu'on pourra vivre de nos métiers dans les années à venir? Et c'est là où je fais exprès d'aller dans les extrêmes. C'est bien sûr que quand je dis l'IA pilonne quand même les métiers graphiques, mais évidemment ce qui est intéressant c'est de savoir utiliser l'IA. Et après, sur la partie manuelle, c'est de se dire comment faire en sorte qu'on puisse encore maintenir une activité manuelle et d'imprimeur en France et que les gens puissent en vivre dignement, parce qu'on revient toujours à ça. Si c'est pour en vivre, et puis ce qui se passe beaucoup actuellement pour la jeunesse, on a notre salaire, puis une fois qu'on a payé le loyer et puis la bouffe, finalement, on reste devant Netflix parce qu'il nous reste que 20 balles pour payer l'abonnement. Je veux dire, je vois pas l'intérêt. Donc si à un moment donné, on n'est pas capable de proposer des métiers avec des salaires dignes, et les métiers de l'impression ne sont pas actuellement capables de proposer ça, vu les marges et ainsi de suite. En tout cas, moi, c'est mon constat en tant que patron et de ce que je sais de mes confrères. Voilà, un jeune, il faut être honnête, dans les métiers de l'imprimerie, en technicien d'atelier, on ne peut pas lui faire croire qu'il va gagner 2500 € net par mois. On sait très bien que s'il a déjà, en sortant de diplôme, s'il s'en sort à 1700 ou 1800 € net par mois, c'est déjà qu'il a un bon patron. Ouais. Parce que la réalité, c'est le SMIC. Vous, chez Ogma, vous tentez également des choses au-delà du salaire, et notamment la semaine de 4 jours que vous avez instaurée chez vous suite au Covid. Et non, mais c'est vrai que c'est une initiative qui est intéressante aussi pour attirer les jeunes qui recherchent aussi une sorte de bien-être au travail. Et typiquement, la semaine de 4 jours, ça peut aussi être intéressant. Alors là, ça dépasse le cadre de l'imprimerie, évidemment, mais c'est vrai qu'on on a un stade où on ne peut pas forcément offrir des salaires décent ou digne, ou après on met le mot qu'on veut à ce niveau-là. Donc à un moment donné, il faut offrir un cadre de vie aussi intéressant, un équilibre vie privée, vie professionnelle que réclame la jeunesse actuelle. De toute façon, on le voit dans tous les débats qui s'activent autour de ça. Donc effectivement, nous à Ogma, on a fait le choix, j'ai fait le choix au moment du Covid de passer à la semaine de 4 jours. On avait essayé 32 heures en 4 jours, payé 35. Économiquement, c'était pas viable. Donc à un moment donné, j'ai fait une petite marche arrière en disant, du coup, ils ont eu le choix, est-ce on revient à 35 heures, est-ce qu'on les fait en 5 jours ou en 4 jours? Ça a été unanime, on les fait en 4 jours, parce que week-end systématique de 3 jours. Donc voilà, et des petits aménagements au travail pour que, comme je dis toujours, on a le droit d'avoir un boulot chiant, mais au moins, il ne faut pas qu'on ait la boule au ventre quand on y va.
Et Donc pas, voilà, pas- c'est- pas de gros mots, s'il vous plaît. Ah, Thibaut. tout. Jamais. Jamais. Ma femme va m'engueuler après, t'inquiète pas. Donc du coup, voilà, je pense que les métiers peuvent être compliqués, peuvent être durs. En plus, en France, comme on dit, on prend toujours l'exemple un peu des métiers d'éboueurs et tout, qui sont toujours aussi dévalorisés, alors que c'est des métiers durs qui mériteraient. Pendant le Covid, vous vous souvenez, on avait fait ces métiers essentiels. Là, on était tous point levé sur défendre nos caissiers, nos éboueurs et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'on est revenu, on a fait une marche arrière très rapide pour dire, bah non, finalement, ceux qui travaillent avec leurs petites mains, comme d'habitude, on s'en moque. Pardon. mais voilà, il faut donner des bonnes conditions de travail aux jeunes, à tous les travailleurs, quel que soit leur âge, surtout dans les métiers industriels qui sont difficiles parce qu'on est dans des tâches répétitives. Et à défaut de pouvoir offrir des salaires peut-être plus que dignes, bah, au moins qu'il y ait des bonnes conditions de travail. Guillaume, pour parler des conditions de travail et des carrières qu'on peut offrir dans les industries graphiques, alors Massar a commencé à en parler aussi, les questions de sens, de responsabilité, etc. Parce qu'on sait qu'évidemment les jeunes générations attendent du sens au travail, de l'impact, de la créativité, enfin être épanoui, hein, ce qui est tout à fait légitime. Est-ce que les industries graphiques peuvent offrir tout cela? Alors oui, en fait, oui, mais pour justifier cette réponse, je vais passer par un tout petit développement, je vais essayer de faire court, parce que j'ai entendu plein de choses avec lesquelles j'ai des désaccords. Donc, d'abord, c'est quoi cette French touch, là, cette signature française d'être catastrophiste? Ça, on adore, hein, dans notre pays aussi, c'est tout va mal, l'IA arrive, on est foutu. Alors, d'une certaine manière, je peux prendre part à ce constat, puisque l'arrivée de l'automobile a remplacé les chevaux de traits de calèches et de voitures d'ailleurs, c'est pour ça que les voitures s'appellent les voitures, et les chevaux n'ont pas retrouvé d'autres emplois. Partant de ce constat, on peut se dire, oh mon Dieu, c'est vrai, les comptables vont disparaître. Bon. Force est aussi de constater que quand on regarde un peu l'histoire des métiers, il suffit d'ouvrir l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, la première du nom, pour se rendre compte que plein de métiers qui sont dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert n'existent plus. Et bon, vous et moi, on les pleure pas tous les soirs. Donc, je dirais que ça fait partie de l'évolution des techniques et des technologies, de voir disparaître certains métiers, certains usages aussi, et de justifier d'autres formations. Les industries graphiques en sont un bon exemple, puisque lorsqu'il y a eu l'essor des métiers de la communication, il y a eu pléthore d'ouvertures de diplômes en enseignement supérieur pour faire des BTS communication visuelle et des écoles privées à tour de bras. Bon, effectivement, au vu des possibilités d'insertion professionnelle et de carrière dans ce métier, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il n'y a pas trop d'écoles par rapport à ce que peuvent offrir ces métiers? C'est d'ailleurs pour ça que plein d'écoles d'art ferment, que des formations de l'enseignement public se réduisent à peau de chagrin, les heures de profs se réduisent. Je ne sais pas s'il y a des profs qui sont là, mais ils pourront peut-être mieux en témoigner que moi. Bon. Donc c'est vrai qu'on peut être catastrophiste. Maintenant, il y a différentes manières d'appréhender le présent. Et regarder un tout petit peu vers le passé, moi ça me passionne de faire ça, parce que l'histoire a la mauvaise habitude de se répéter souvent. Lorsque les premiers métiers à tisser sont arrivés lors de la seconde révolution industrielle, une des premières choses qui se sont passées, c'est la réaction des ouvriers qui voulaient casser les machines. Peut-être avez-vous connaissance de cet épisode historique en Angleterre, où des ouvriers avaient compris que l'arrivée de nouvelles machines, alors vous avez qu'à remplacer métier à tisser par intelligence artificielle et vous allez voir, ça fonctionne. L'arrivée de ces nouveaux métiers à tisser dans les ateliers allait réduire la masse salariale, même si on ne parlait pas de ça à l'époque, la masse salariale nécessaire dans l'atelier. Pourquoi? Parce que le métier à tisser pouvait assurer le travail de 3 manœuvres, de 3 ouvriers et ouvrières. Et ouvriers jeunes, parce que les enfants travaillaient. Alors qu'est-ce qu'ils ont compris, ces ouvriers? Ils n'étaient pas bêtes, hein, même si c'était au 19e siècle et qu'ils n'avaient pas Internet et tout ça, ils n'étaient pas bêtes. Ils ont compris que la modification de leur outil de travail, de leur lieu de travail, allait provoquer de la concurrence à l'intérieur de leur famille. C'est-à-dire que, alors que la femme, l'homme et l'enfant utilisaient la même machine, du coup, il y en avait besoin de plus qu'un. Donc ça a installé de la concurrence, non pas uniquement dans le village, mais à l'intérieur de la famille. Et en plus de ça, le patron, lui, j'ai rien contre les patrons, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le patron, lui, voyait l'opportunité du coup de baisser le coût de la main-d'œuvre, puisque pour le même gros lot, on peut être disposé à faire des sacrifices et à sacrifier un peu de son gagne-pain pour être sûr d'avoir le job. Bon. Alors qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé les Luddites.
les Ludites qui sont les premiers casseurs de machines. Alors je me garderai de faire trop l'historien parce que j'ai quelqu'un qui pourrait me corriger, mais il me semble qu'à Lyon, il y a eu les canuts, me semble, n'est-ce pas? Absolument. Qui est exactement la même chose, c'est-à-dire des ouvriers qui se disent merde, cet outil de travail me permet de vivre et si on le dérégule, il y a le mot règle là, si on le dérégule, ça va foutre la merde dans mon quotidien et je m'oppose à ça. Et ça, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle le proto-syndicalisme. Alors, vous n'avez pas un révolutionnaire devant vous, je vous rassure, je ne suis pas encarté à Révolution permanente ni au Parti communiste français, mais agir sur les conditions matérielles de sa vie permet de résoudre certains futurs apocalyptiques. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut être des ludites de l'intelligence artificielle, mais je dis que ça passe par là. C'est-à-dire que, bien sûr, la vitesse de l'évolution technologique est telle que ça serait illusoire de vouloir concurrencer l'intelligence artificielle. De toute façon, les technologies, avant même que l'intelligence artificielle arrive, étaient gérées par la fibre optique. La fibre optique, par définition, c'est de la lumière qui circule à la vitesse de la lumière. La vitesse de l'impulsion électrique dans un nerf du corps humain va 3 fois moins vite que la vitesse de la lumière, il me semble, hein, ou 15 fois moins vite. Enfin, je ne sais plus, mais en tout cas, les informations qui transitent dans le corps, on en revient au corps. Hein, vous voyez, j'ai toujours ce truc en tête, c'est de revenir au corps. Comme les informations circulent moins vite dans le corps que la vitesse de la lumière et donc dans les câbles qui traversent l'océan Atlantique et tout ça pour délivrer nos informations et nos messages sur WhatsApp et compagnie, on est de fait dépassé. Voilà, on est dépassé par la lumière. Mais c'est pas un scoop, ça. Bon. Donc, on peut accepter une certaine part de catastrophisme. Il y a une machine qui calcule plus vite que moi et mon pauvre comptable, je pense à mon comptable à qui j'ai envoyé mes justificatifs de frais, là. Le pauvre, moi, j'aimerais pas le voir disparaître, mais c'est vrai qu'il y a une part peut-être de l'histoire qui te donne raison. Bon, alors, de l'autre, ça suppose quoi, l'intelligence artificielle? Pardon, hein, mais j'en arrive vite pour répondre à ta question, mais un petit peu de développement, excusez-moi. L'intelligence artificielle produit quoi? Elle produit de la standardisation. Là, j'ai vu passer, j'essaye toujours de m'appuyer sur le présent tout en m'appuyant sur le passé, hein, c'est les deux jambes sur lesquelles j'essaye de m'appuyer. J'ai vu passer comme quoi Amazon offrait une imprimerie en ligne où on peut envoyer son livre. Alors, il y a une vidéo qui montre ça. Et c'est vrai qu'on est charmé par autant de maîtrise technique. Il y a quelque chose d'enivrant là-dedans. Vous savez, c'est comme les vidéos satisfaisantes qu'on voit passer sur les réseaux, sur Instagram. Là, c'est censé nous apaiser au niveau neurologique. Et c'est vrai que... Avec des chats? Avec des chats ou avec de la mousse qu'on coupe comme ça, avec des morceaux qui sont tous pareils. Et ça nous repose et on est là, les vidéos satisfaisantes. Et c'est vrai qu'Amazon mise là-dessus, et d'ailleurs toutes les industries robotiques misent là-dessus, ces bras qui font des valses comme ça et qui déposent des objets, on est là, formidable, c'est génial, ça nous repose et ça nous rassure. Mais qu'est-ce que ça va produire, ça? Ça va produire de la standardisation. J'en veux pour preuve quoi? J'en veux pour preuve les sites d'impression à la demande. Qu'est-ce que vous avez comme option à part le dos carré collé, le A4, le A3, allez, peut-être cousu collé, reliure japonaise, peut-être. Il y en a un peu plus, Guillaume. Il y en a un peu plus, je caricature, Ouais, j'exagère. Je fais comme mon collègue Thibaut, j'exagère, comme tel un bon français, j'exagère. Donc, qu'est-ce que produit l'évolution technologique? Elle produit du standard. Le standard, pourquoi? Parce que si vous contraignez tout un champ de possibles vers une sélection extrêmement restreinte, vous êtes sûr de participer, d'assurer ce qu'on appelle une économie d'échelle. C'est-à-dire que vous achetez une machine qui fait que du A4, donc vous ne proposez que du A4, ce qui permet de réduire la demande, et au moins vous êtes sûr qu'on se servira de votre machine à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous assurez que les choix se restreignent pour assurer de la bonne marge. Alors qu'est-ce que ça produit, ça? Ça produit de la perte de savoir et de connaissances. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis, peut-être que vous connaissez ce que sont les reliures japonaises. Bon, pas tout le monde connaît les reliures japonaises, j'en veux à personne de ne pas connaître les reliures japonaises, mais moi je pense que les reliures japonaises vont disparaître de nos bibliothèques. Je trouve ça dramatique, parce que j'ai un certain plaisir pour l'objet imprimé, l'objet façonné, l'objet qui témoigne d'un savoir-faire manuel. Et ça a à voir avec la culture des métiers qui passe aussi par cet état d'esprit un peu proto-syndicaliste, c'est-à-dire on se saisit de nos métiers, on les défend et on les transmet. Encore une fois, ça passe par la pédagogie. Moi, j'ai une foi immense dans les enseignants, non pas parce que j'en ai été un, mais parce que je sais que c'est là que tout se joue. Et puis, enfin, dernière question. Où est le stand des syndicats de l'imprimerie? Est-ce qu'il y a un stand du syndicat de l'imprimerie? Ouais, voilà. Absolument. Et voilà, donc en fait, il faut se syndiquer. Voilà.
Il faut Oui, se syndiquer, absolument. syndiquez-vous, c'est Ouais. le meilleur moyen pour défendre les intérêts de votre économie, faire plus de marge, mieux payer les salariés, mais aussi pour protéger votre industrie française. Oui. Voilà, non mais c'est de ça dont il faut parler. C'est si on veut pas Ouais. voir notre métier, nos savoir-faire franco-français ou européens comme vous voulez se déliter et être piétinés par de la dérégulation qui vient de Chine ou des États-Unis. Syndiquez-vous. Merci Guillaume, c'est votre avis. C'était la plus belle parole, on s'arrête là-dessus. Oui, merci Syndiqué. Thibaut. Ah bon. On va laisser la parole à Massar. On a beaucoup parlé des métiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est de défendre l'idée qu'il y a une diversité de métiers qui est très très grande dans les industries graphiques. Et c'est quelque chose que vous défendez chez Ambition Graphique. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement de la technique, des métiers manuels, c'est aussi de la data, c'est aussi des métiers très pointus. Ouais. Alors, moi, à vrai dire, par rapport à ce que j'ai entendu, je suis assez gêné par les généralités. Les généralités me font toujours un peu plus réfléchir parce que très souvent, on arrive dans certaines facilités de conclusion. Et la preuve en est, c'est que lorsqu'on parle des industries graphiques, on parle de métiers des industries graphiques. Et donc, il y a des métiers. Il y a des métiers qui n'existaient pas hier, qui existent aujourd'hui, et certains métiers qui existent aujourd'hui et qui n'existeront plus demain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et moi je m'adresse à la jeunesse, parce que le débat que l'on a aujourd'hui, à mon sens, c'est d'attirer cette jeunesse vers un secteur et pas forcément de la faire fuir, parce qu'il y a des tensions. Aujourd'hui, d'autres, même ce mot tension, à vrai dire, je l'affectionne pas trop. Parce que je suis humain. Lorsqu'on me parle de métier en tension, moi en tant qu'humain, je fuis la Ça tension. vous fait fuir, non, mais c'est ce que j'allais dire. Ah non, À force de dire qu'on a des difficultés de recrutement, de On n'y va fidélisation, pas. mais ça donne pas envie. On n'y va pas. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'éléments de langage qu'il faut pouvoir mesurer. Mais demain, je vous dis, voilà, c'est un métier en tension. Vous aimez la tension ? Non. Personne n'aime la tension. Et pour autant, c'est des métiers qui, aujourd'hui, offrent des perspectives, puisqu'il y a de nombreux départs en retraite qui vont s'opérer dans les prochaines années. Là, j'ai rencontré, depuis le début du salon, au moins une quinzaine d'imprimeurs qui me disaient que cette année, c'est 2 départs en retraite, et puis il y aura une série de départs en retraite dans les années à venir. Et leur difficulté, c'est de pouvoir avoir de nouveaux talents pour pouvoir les recruter et pour permettre à leur industrie, finalement, de continuer à vivre et à s'adapter. Parce que ce qu'on ne dit pas, même si tout n'est pas parfait, mais les choses doivent être dites. Une fois qu'on intègre une entreprise, Thibaut, quand on rentre dans ton entreprise, tu proposes des marges de progression, tu proposes de la formation, tu proposes des évolutions, éventuellement de mission. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Et c'est la vraie vie dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'on rentre aujourd'hui en entreprise sur un poste, et puis l'évolution de l'entreprise fait que demain, on peut rentrer en tant qu'opérateur pré-presse et être demain conducteur de presse. C'est la vie d'une entreprise. Donc moi, ce que je veux dire aussi à cette jeunesse, c'est que lorsqu'on intègre le secteur, on n'est pas figé. On peut évoluer. On peut évoluer, et qu'aujourd'hui, il y a des ressources humaines qui permettent justement aux personnes qui intègrent le secteur finalement à avoir cette évolution, non pas comme un mythe, mais comme une réalité. Donc effectivement, moi je pense on doit revenir nécessairement, utilement, et peut-être même un peu de manière impérative, finalement, à pouvoir décrire ce qu'est le secteur des industries graphiques. Pouvoir dire à ces jeunes, c'est que demain, vous avez des possibilités d'évolution au sein des industries graphiques. Vous pouvez, ici ou là, vous voyez, si on dit que les industries sont figées, expliquez-moi comment Thibaut a pu mettre en place la semaine des 4 jours. Si nos industries finalement ont une lecture passéiste, comment aujourd'hui intégrer des nouvelles technologies, de nouvelles machines dans ce secteur-là? Donc vous voyez que les généralités aujourd'hui présentent certaines limites au regard des réalités que même vous-même vous avez évoquées, tout en étant parfois un peu dans un état un peu catastrophé, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous prenez ici tous les constructeurs qui sont là, Konica et d'autres, ils en ont vendu des machines. Ils ont fait leur business. Donc s'ils font leur business, c'est que nécessairement, demain, dans les entreprises,
il y a déjà des projections stratégiques de développement de marché. Et qu'est-ce qui fait vivre ces stratégies? Ce sont les femmes et les hommes qui sont dans les entreprises et qui y travaillent. Donc il faut revenir à des choses peut-être un peu plus mesurées. Il y a certes des difficultés, mais en aucun cas les industries graphiques est un cas à part. On subit, Oui, c'est un phénomène global. on vit les mêmes bien sûr. choses. On parle de l'industrie, parlons du secteur de l'aide à la personne. C'est exactement la même chose. Donc capitalisons. Je pense qu'il est nécessaire de capitaliser sur ce qui existe. Dans la branche, vous savez, c'est marrant parce que Thibaut disait les salaires, c'est compliqué, ça augmente pas, etc. Moi qui suis au contact des entreprises, il y a eu récemment, l'année dernière, une revalorisation de la grille de classification. Peut-être qu'un Thibaut que j'ai rencontré était fâché parce que certains minima sociaux, minima conventionnels avaient augmenté. Alors vous voyez un peu le discours. Mais il est souvent fâché, Thibaut. Ah oui, hein. mais ça fait partie de nos contradictions. C'est-à-dire qu'on regrette que ça ne soit pas augmenté, mais dès que ça augmente, on a les premiers qui plantent comment ça s'appelle, l'épée, etc. Qui disent, allez, on va en guerre. Et pour autant, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, on est un secteur, effectivement, qui doit peut-être mieux communiquer sur son ADN. Moi, je pense que l'ADN des industries graphiques est un ADN nécessaire, finalement, à notre société. C'est un ADN de transformation du message. C'est un ADN, finalement, d'implication dans la vie de tous les jours. C'est un ADN où, aujourd'hui, sans les industries graphiques, je le dis avec une vraie sincérité, sans les industries graphiques, notre société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle ne pourrait pas exister telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Un dernier mot, Claude, de conclusion. Désolé, un impératif. Non, juste donner de la perspective. Vous avez quelques exemples de réalisations qui ont été présentées sur notre stand à l'occasion de ce salon. Il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup employé, c'est le numérique, qui est une des solutions technologiques dans l'évolution du métier de l'imprimerie, qui apporte énormément de flexibilité, de souplesse, qui nécessite néanmoins énormément de compétences, mais qui, je pense, est un procédé technologique parfaitement adapté à l'évolution de la consommation du produit imprimé. Et je suis convaincu que ces technologies d'ennoblissement, de vernis, de dorure à la juste quantité, avec les faits nécessaires, sont des moyens de mobilisation pour que les jeunes voient et se projettent en se disant tiens, effectivement, l'imprimerie numérique aujourd'hui me permet aussi d'envisager telles applications. Donc je serai très positif et j'espère effectivement que nous continuerons à soutenir les jeunes pour les prochaines compétitions des WorldSkills. Merci. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On va enchaîner sur l'autre table ronde. Dernier mot. Juste un Guillaume. dernier petit mot qui n'est pas de moi directement. Je dirais l'écueil de cette rencontre, c'est qu'on parle des jeunes générations, mais il n'y a aucun jeune pour venir parler lui, quoi. Voilà. Donc, mais c'est pas un reproche. Hein, mais du coup, j'ai demandé à mes élèves de répondre à quelques questions, dont celle-ci. Quel conseil donnerais-tu à un industriel qui veut travailler avec ta génération? Je vous lis sa réponse. Voilà. Le même que pour n'importe quelle autre génération, écoutez, discutez, puis travaillez. Ne perdez pas de temps à essayer de nous plaire en voulant paraître plus jeune ou plus tendance. Non, restez cohérent avec ce que vous faites, restez à la page du métier et c'est tout. En bref, restez authentique et nous viendrons à vous. Voilà. Et c'est de Thibaut, Merci, un ancien Guillaume. élève. Merci à toutes et à tous.